Bonjour mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Bonjour et bienvenue à ce numéro d'Actu 7 qui va faire le tour de l'actualité et bien entendu toutes nos excuses pour ce léger retard dû à un impondérable. Merci donc de nous rester fidèles et nous allons en compagnie de Georges Wenceslas Simbiaboké, directeur général du groupe médiatique panafricain La Belle Radio et Télévision, faire le tour de l'actualité. Bonjour Georges. Bonjour Aziz, bonjour à tous nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs. Et l'actualité est dominée sur le continent africain par le 34e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui va s'achever ce dimanche. Nous allons, après ce sujet, voir quels sont les enjeux de ce 34e sommet. Le 34e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie et qui va se tenir pendant 2 jours, devra faire face à de nombreux défis. Parmi ceux-ci, les situations en Éthiopie, dans le Tigré, avec cette guerre jugée horrible par plusieurs sources indépendantes et qui a fait des dizaines de milliers de réfugiés, notamment au Soudan. Autre pays en proie aux assauts répétés d'une coalition rebelle, la République centrafricaine, actuellement en grande difficulté, même si les pays des Grands Lacs se sont mobilisés à son chevet. Le plus grand défi pour ce 34e sommet de l'Union africaine qui se tient 1 an après la détection d'un cas de nouveau coronavirus en Égypte devra être la proposition d'une riposte adaptée en raison d'une deuxième vague inquiétante dans plusieurs pays, parmi lesquels l'Afrique du Sud, quand bien même l'apocalypse attendue sur le continent n'a pas eu lieu. Le continent africain reste pour l'instant relativement épargné par le nouveau coronavirus avec 3,5% des cas et 4% des morts officiellement recensés dans le monde selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. La principale équation à résoudre va être celle de l'acquisition du vaccin au moment où l'Europe et les États-Unis ont du mal à couvrir leurs besoins. À en croire le directeur de l'Agence de santé publique de l'Union africaine, Africa CDC, John Kengasong, le financement de la vaccination en Afrique sera aussi abordé. Ajoutons qu'il faudra de sources concordantes 1,5 milliard de doses de vaccins à l'Afrique. 1,5 milliard de doses de vaccins, Georges Boké. Il y a un enjeu financier derrière ces vaccins contre le Covid-19, mais on s'arrête d'abord sur ce 34e sommet qui s'achève aujourd'hui, avec finalement pas de surprise. Oui, pas de surprise, peut-être que non, parce que quand on regarde bien l'agenda de ces chefs d'État, il y a un certain nombre de problèmes, de préoccupations qui sont posées, mais en même temps, il faut dire que les populations africaines attendent beaucoup de leurs chefs d'État et il est bien dommage que certaines de ces préoccupations ne soient pas inscrites à l'ordre du jour. C'est vrai qu'on parle de la lutte contre le coronavirus, notamment l'acquisition à moindre coût des vaccins. On parle de ces conflits qu'il y a en Éthiopie, en Centrafrique et tout, mais il y a un problème, c'est la pratique de la démocratie qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Et bon, des fois, c'est vrai, on peut même s'étonner qu'on parle de cela parce que ce sont les chefs d'État, eux, qui pratiquent la démocratie dans leurs différents pays. Et donc, je pense, vu ce qui a pu se passer durant l'année 2020, eh bien, je pense qu'il fallait mettre cela sur la table des discussions. Mais quand on connaît nos chefs d'État, c'est une question peut-être qui est reléguée vraiment dans les confins d'un ordre du jour. Bon, toujours est-il que l'Afrique en 2020 a été certes secouée par le coronavirus, mais a été secoué également par de nombreuses crises, notamment liées à des élections. Et on aurait pu s'attendre à ce que toutes ces difficultés vécues sur le continent africain fassent l'objet de débats, mais non, bon, on va tous se couvrir par le coronavirus. C'est vrai que la préoccupation la plus urgente de l'heure. Mais il faut dire que ce sommet... Le 34e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre
Il faut dire que ce sommet ne va pas accoucher de quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on peut dire. Et d'ailleurs, le thème est évocateur. Le thème n'a rien à voir avec l'actualité actuelle. Art, culture et patrimoine, les leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Oui, c'est vrai que c'est important, mais... C'est une problématique qu'on peut considérer comme le soubassement de tout, c'est-à-dire la culture, le patrimoine, la valorisation de nos fondamentaux en matière de culture, mais il y a quand même des dossiers très brûlants. Mais à l'heure du Covid-19, des conflits en Éthiopie, en République centrafricaine... Si, c'est des sujets importants, c'est très important. Il faut pouvoir ramener la paix, vaille que vaille, en République centrafricaine. Il faut faire en sorte que l'Éthiopie, qui est l'un des plus grands pays d'Afrique dans toutes les compréhensions du terme, eh bien que l'Éthiopie retrouve également la sérénité. L'Éthiopie qui a des difficultés au plan interne, mais qui a des difficultés également avec ses voisins, notamment l'Égypte, sur le barrage de la Grande Renaissance. Et donc, voici des zones où c'est chaud, on peut dire. Mais n'empêche qu'on a vu... moi, j'insiste, on a vu des élections qui se sont déroulées un peu partout sur le continent et en dehors de celle du Ghana et du Niger, qui n'est pas, au niveau du Niger, c'est pas encore terminé, mais en tout cas, en dehors de ces deux pays-là, ailleurs, ça a été vraiment des occasions où il y a eu beaucoup de morts, où on a tordu le cou à la démocratie. Et bon, qu'est-ce que vous voulez, ce ne sont pas les chefs d'État qui vont mettre cela à l'ordre du jour. N'empêche qu'il faut pouvoir dire qu'il faut se rapprocher des préoccupations des Africains aujourd'hui. Aujourd'hui, les Africains, ils ont besoin de fonctionner avec des climats démocratiques et des affaires complètement limpides, parce qu'on parle de plus en plus de développement. Et si ça, c'est pas réglé, eh bien, c'est que les problèmes préalables restent comme des os dans la gorge des dirigeants africains. Alors, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris fonction en tant que président en exercice de l'Union africaine. Nous avons également, en tant que président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui s'est succédé à lui-même. Ouais. Que doit-on attendre? Quelle direction devrait-on attendre de l'Union africaine avec à sa tête Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, on le rappelle, au niveau de son pays, a quand même désormais la main libre pour agir. Oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on attende? Moi, je continue de dire que, à part quelques petits changements qu'on a eus, à part le fait que Félix Tshisekedi prenne les rênes de la présidence de l'Union africaine, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, alors que les défis sont nombreux. On a évoqué certains, on a oublié peut-être de parler du Sahara occidental. Voici un autre problème qui perdure. Donc, les problèmes au niveau de l'Afrique sont nombreux. Et une patate chaude aux mains de l'Union africaine? Oh, vous savez, l'Union africaine a le chic de botter souvent en touche, des fois, face à certaines difficultés. Ça m'étonnerait que l'Union africaine prenne véritablement position. On sait que les Américains et le Maroc sont tombés d'accord pratiquement sur cette question du Sahara occidental. Qu'est-ce que l'Algérie, qu'est-ce que l'Afrique du Sud, qu'est-ce que bien d'autres pays vont dire? Bon... peut-être qu'il faut attendre le prochain. Hein? On va attendre certainement le prochain sommet, le 35e, parce que là, rien de consistant ne pourra sortir de ces débats qui se font ensuite, il faut le préciser, par visioconférence. Donc, en raison de la pandémie de Covid-19, il y a quand même le président en exercice qui s'est déplacé, qui est arrivé à Addis Abeba pour... Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, ouais. Tshisekedi également, pour certainement la passation de charges. Mais dans l'ensemble, en tout cas, il y a quand même... Moi, personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose. Oui, mais il y a une déception, un décalage quand même par rapport au thème, même si c'est très important de parler d'art. De nombreux commentateurs, observateurs ne comprennent pas que le Covid-19 et les enjeux actuels
C'est une façon de dribbler pratiquement toutes les populations africaines. Encore une fois, la culture, notre patrimoine, c'est des questions importantes, c'est même le socle normalement de notre développement, mais il faut voir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon moment pour aborder ces questions. En tout cas, si les chefs d'État ont choisi ce thème, bon, certainement qu'ils ont leurs grandes préoccupations, mais à côté de cela, il y a bien d'autres préoccupations, des États à l'intérieur desquels il y a des conflits, des États qui sont en conflit entre eux, Éthiopie, Égypte, on a peur que ça flambe. Il y a beaucoup de choses, notamment au niveau de la pratique de la démocratie, on l'a vu en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, en Guinée, tout ça, ça devrait faire l'objet de réflexion, mais bon, les populations africaines le communiqué final est attendu, on l'espère avec des dispositions claires par rapport à l'initiative COVAX et au vaccin pour les pays du continent africain. Si au moins on règle le problème du coronavirus, du vaccin, de l'accès au vaccin, si on peut parler également du problème de la Centrafrique, bon, ce sera déjà ça. et de l'Éthiopie avec la guerre au Tigré. En tout cas, c'est une actualité qu'on suivra en ce qui concerne notamment la situation en Éthiopie, la position de l'Union africaine, parce qu'on rappelle que le siège de l'Union africaine se trouve en Éthiopie, et ce serait quand même pas du tout cohérent que l'Éthiopie soit engagée dans cette guerre sanglante. Pour la suite de cette émission, allons au Congo, où l'UPADS, le parti de Pascal Lissouba, qui avait été le premier à remporter les élections pluralistes en 1992, a décidé de ne pas participer à l'élection présidentielle. Pour les leaders de l'opposition au Congo, l'élection présidentielle dont la tenue est imminente ne doit pas faire l'objet de divisions, comme ce fut le cas dans le passé. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, première force politique d'opposition dans ce pays, a indiqué samedi lors d'un point de presse qu'elle ne prendrait pas part à cette élection présidentielle du 21 mars prochain où le président sortant, Denis Sassou Nguesso, âgé de 77 ans, dont 36 au pouvoir, est également candidat pour un autre mandat. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale est le parti de l'ancien président Pascal Lissouba, décédé en France au mois d'août dernier. C'est la seule formation politique de l'opposition à disposer actuellement d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Pascal Lissouba et son parti avaient remporté la première élection pluraliste organisée dans le pays en 1992 face à Denis Sassou Nguesso, l'une des rares alternances démocratiques en Afrique centrale. Il avait perdu le pouvoir au terme d'une guerre civile en 1997 face aux forces de Denis Sassou Nguesso soutenues par des troupes angolaises. Depuis 2002, le Congo organise des élections, toutes remportées par Denis Sassou Nguesso et régulièrement contestées par l'opposition. L'ancien chef d'état-major, le général Jean-Marie Michel Mokoko, et l'ex-ministre André Okambi Salissa n'ont pas reconnu sa victoire en 2016. Ils ont tous deux été arrêtés, jugés et condamnés à 20 ans de travaux forcés en 2018 pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, parti de Pascal Lissouba, on l'a rappelé dans le sujet dont la formation politique avait remporté les élections pluralistes de 92 au Congo, les premières d'ailleurs, il s'en est suivi cette guerre, et donc l'UPADS a décidé de ne pas se présenter à cette élection. C'est une marque de réalisme. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que quand on se présente à une compétition, notamment à une élection, eh bien, on évalue les chances de l'emporter. C'est vrai qu'on peut perdre, mais en même temps, on voit qu'on peut gagner. Alors, quelles sont les chances de gagner de ce parti? Je crois que ce parti a bien évalué la situation et il a vu qu'il n'avait aucune chance de l'emporter, et quand vous n'avez aucune chance de gagner, eh bien, il n'y a aucune raison de s'engager dans cette compétition. Et c'est bien malheureusement la situation qui prévaut au Congo.
une situation qui a suscité de nombreux commentaires. Il y a quand même des candidats. On a le candidat du parti panafricain Umoja, un jeune cadre congolais, conférencier, qui est souvent d'ailleurs intervenu sur notre chaîne dans certaines émissions, qui s'est porté candidat à l'élection présidentielle. Alors, lorsqu'on voit la différence d'âge, c'est vrai qu'il ne faut pas se fier à ça, et le vécu de Denis Sassou Nguesso, on peut considérer que c'est une forme de positionnement. Ils ont décidé de s'affirmer, peut-être pour prendre leur marque par rapport à l'avenir. Par rapport à l'avenir, justement, les partis d'opposition dans certains pays ont des positions des fois assez complexes. Là, on a le parti de Lissouba, Pascal Lissouba, qui a décidé de ne pas y aller. Ici, Umoja décide d'y aller. Peut-être pas forcément pour gagner là en 2021, mais pour se faire connaître, pour installer sa marque et puis progressivement, parce que bon, un pouvoir il n'est pas forcément éternel, pour pouvoir faire, comment on va dire ça, son chemin, et puis certainement dans les années à venir, jouer un rôle important. C'est comme ça qu'on peut entendre la démarche de nos amis du parti Umoja. Et nous avons pour la suite l'élection présidentielle d'avril prochain au Bénin et la liste des candidats qui est officielle. En attendant la liste définitive, il y a 20 candidatures, parmi lesquelles celle de 2 femmes. Franchir une étape importante dans ce processus. En prélude à cette présidentielle prévue pour le 11 avril 2021, la Commission a clôturé ce jeudi 4 février à minuit l'enregistrement des déclarations de candidature. L'ultime journée n'aura été de tout repos pour les équipes de la Commission électorale nationale autonome. Elles ont vu se succéder les potentiels candidats jusqu'à la dernière minute. Ils sont finalement au nombre de 20 à avoir déposé leur dossier dans les délais fixés. Parmi eux, de nombreux indépendants et novices, dont certains, comme Eudes Ouessou Haoulou, sont inconnus du public béninois. La grande innovation de cette présidentielle est parrainage. Déjà mercredi, les forces Kori pour le Bénin émergent avaient désigné leur duo de candidats, mais les autres partis de l'opposition était très attendu. Des concertations à l'interne du collège de l'opposition radicale au président Patrice Talon, réuni au sein du Front pour la restauration de la démocratie, devaient aboutir à la désignation du duo Joël Aïvo, Rekia Madougou. Mais les pourparlers ont échoué et chacun y est allé de son côté. Le professeur de droit s'est associé à Moïse Kérikou, ancien ambassadeur du Bénin en Turquie, pour le compte du Front. Rekia Madougou, ancienne ministre de Yayi Boni et ministre conseiller spécial du président togolais Forniak Sibé, sera finalement porté par le parti Les Démocrates. D'autres candidats se plaignent et accusent la mouvance présidentielle de confisquer les parrains. Le parrainage aussi d'actualité au Bénin. Après le Sénégal, on a en tout cas beaucoup d'analystes politiques ont considéré que ces parrainages, même s'ils sont utiles, ont été un moyen de filtrer, de tamiser les candidatures et peut-être, sait-on jamais, d'éliminer de potentiels rivaux. Après le Sénégal, après la Côte d'Ivoire, après un certain nombre d'autres pays, eh bien, le parrainage vient se poser comme une entrave pour certains à la marche vers la candidature. Alors, la difficulté, c'est que c'est pas tant que le parrainage est mauvais, etc. Il permet, c'est vrai, dans un premier temps de voir ce que valent les candidats, mais le problème vient de ce qu'il ne s'agisse pas d'une décision
décision consensuelle. On a l'impression que c'est un seul camp qui prend la décision et qui l'impose à tous les autres. Si il s'agissait d'une décision consensuelle, eh bien, on l'aurait bien compris. Donc, le parrainage en lui-même, il faut le comprendre, n'est pas une difficulté particulière, mais l'instaurer de façon unilatérale, c'est cela qui pose problème à un certain nombre de candidats. On l'a vu au Sénégal, on l'a vu en Côte d'Ivoire, de nombreux candidats ont été éliminés et maintenant au Bénin, ça commence à faire grincer des dents. On espère que le Bénin va sortir intact, j'allais dire, de cette élection présidentielle. Les candidatures affluent, il y en a 20, mais on sait aussi qu'il y a des candidats de l'opposition qui sont hors course parce que hors du pays, maintenus hors du pays pour un certain nombre de raisons. Ils auraient pu jouer un rôle important pendant cette présidentielle, mais bon, la situation est telle qu'ils se retrouvent en dehors du pays, donc incapables de déposer leur candidature. L'on souhaite simplement que cette élection se déroule de la meilleure des façons et que le meilleur l'emporte. On se rappelle encore que le président sortant, en exercice donc, Patrice Talon avait dit au départ, il y a quelques années, que lui, il venait pour faire un seul mandat. Bon, il a changé d'avis, mais il en a le droit, et il a le droit de changer d'avis, il a le droit de se présenter, la Constitution ne lui interdit pas de se présenter. Ils sont nombreux à avoir changé d'avis, enfin, il y a au moins celui de Gambie, Adama Barrow qui n'est pas, qui au départ avait d'ailleurs battu de Côte d'Ivoire, campagne sur cet argumentaire-là. Il disait qu'il venait nettoyer et après Yaya Jammeh et puis s'en aller. Bon, finalement, il s'est rendu compte qu'il y a peut-être beaucoup plus de travail. Et comme on l'a dit en Côte d'Ivoire, il y a des fois des cas, on met ça en griffe, des cas de force majeure. Et donc, le président, malgré tout Talon, a le droit d'être candidat. Donc, alors, il a toutes les chances de l'emporter. Il y a un ticket qui a pas interpellé, mais qui est saisissant parce que c'est un ticket homme-femme pour le parti des démocrates de l'ancien président Yahi Boni, Rekia Madougou, et un homme, c'est un tandem qui n'était pas forcément attendu, mais qui laisse penser qu'il y en a qui ont à cœur de prendre part à cette élection. Oui, et de plus en plus, c'est une demande pressante dans pratiquement tous les pays. On demande aux femmes de s'engager en politique, de briguer ces postes-là, de présenter leur candidature. Bon, le Bénin montre un bel exemple. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, mais c'est quand même, cette candidature est quand même à prendre au sérieux parce que c'est la principale formation politique pratiquement face à celle de Patrice Talon. Sur le plan culturel, voyez-vous, pourrait-on imaginer une femme à la tête du Bénin bientôt? On a eu Madame Hélène Johnson-Sirleaf au Libéria. Le Libéria ne s'est pas pour autant désagrégé et ça devrait pouvoir inspirer d'autres femmes dans d'autres pays. Et je crois que cette candidature au Bénin est à encourager. Il faut que les femmes, qui sont des composantes à part entière de nos sociétés, prennent part à la vie politique au plus haut niveau. Et cette candidature, sans parti pris, est à encourager et à susciter dans d'autres pays. En tout cas, il y a deux femmes candidates à cette élection présidentielle qui est une élection, on le voit, qui suscite beaucoup de passion. Entre-temps, dans la foulée de ce dépôt de candidature, il y a eu ce qui est considéré au Bénin comme une tentative d'assassinat d'un fils Soglo, qui est également acteur politique et dont le véhicule a été criblé de balles. Pour l'instant, l'enquête
voilà, il faut attendre n'a rien révélé. Il faut attendre les résultats de l'enquête. On sait que cette famille est engagée totalement en politique. Le père, le fils, les fils, la mère, tout le monde est en politique. Donc il faut peut-être attendre les résultats de l'enquête. En République démocratique du Congo, c'est finalement Christophe Mbosso qui a été élu président de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée a été renouvelé après l'épisode de la motion de censure contre le gouvernement et bien sûr la vague qui a emporté Madame Mabunda qui était à la tête de ce bureau. Une nouvelle ère donc en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, Christophe Mbosso, un partisan du président Félix Tshisekedi, a été élu mercredi à la tête de l'Assemblée nationale de ce pays, 3 semaines après la destitution de sa présidente pro-Kabila, Janine Mabunda. Sur 466 votants, Christophe Mbosso Kodia a été élu président de l'Assemblée nationale avec 389 voix. Candidat unique et doyen à l'Assemblée nationale, âgé de 79 ans, il s'est rallié officiellement au président Tshisekedi en décembre après avoir quitté l'ex-président Joseph Kabila et son Fonds commun pour le Congo. Proclamé vainqueur à la présidentielle en décembre 2018, Félix Tshisekedi dirigeait jusqu'au mois de novembre dernier en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Il a ensuite mis fin à cette coalition et s'est lancé dans une conquête de tous les leviers du pouvoir face à l'ancien président qui s'est replié dans son fief du Katanga. L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale intervient quelques jours après la destitution du Premier ministre Sylvestre Ilunga et Lukamba à l'issue d'un vote contre son gouvernement sous la présidence provisoire de Christophe Mbosso. Parallèlement, le président du Sénat, Alexis Tamba Mwamba, dernier proche de Kabila, à la tête d'une institution, fait face également à une double offensive judiciaire et politique. La République démocratique du Congo est en train d'entamer une nouvelle ère. On a, après de grosses difficultés, finalement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reprend en main les rênes du pays véritablement. Oui, après 2 années pratiquement de tentatives de gestion du pouvoir dans cette coalition dans laquelle son parti et celui de l'ancien président Kabila étaient aux prises, eh bien, on a vu les résultats que cela a donné. On a abouti à des situations de blocage. Et donc, Félix Tshisekedi, soucieux de continuer de gérer le pays, a décidé de s'offrir une autre majorité. Et donc, on assiste depuis quelques semaines d'abord à la destitution des têtes de l'ancienne majorité et puis à la recomposition d'une nouvelle majorité, Union sacrée. Et l'on espère que ce processus va aller jusqu'à son terme pour pouvoir donner à Félix Tshisekedi les coudées franches, c'est-à-dire la latitude de diriger véritablement ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Et il y a l'épée de Damoclès de la justice qui plane désormais sur la tête de l'ancien président de l'ancien président du Sénat. Oui, et forcément, comment on va dire ça, les personnalités qui vont s'interposer, qui vont essayer de constituer une entrave à la constitution de cette union sacrée vont se retrouver en difficulté. On sait déjà que depuis quelques mois, l'ancien directeur de cabinet est lui dans les mailles de la justice, il est déjà en prison. Donc c'est un processus. Il a été condamné pour corruption. Pour corruption. Bon, est-ce que
les faits sont avérés, les choses sont claires et nettes. Bon, toujours est-il que dans la recomposition de cette union sacrée, eh bien, bon, c'est un train qui est lancé, c'est une machine qui est lancée qui va aplatir tous ceux qui vont s'interposer, qui vont constituer des entraves. Le processus est lancé et je ne vois pas comment il en serait autrement. Ce processus va aboutir à la mise en place de nouvelles têtes, de nouvelles personnalités et à la mise en place également d'un gouvernement certainement moins pléthorique que celui qu'on a eu. Justement, quand il y a ces coalitions-là qui se mettent en place, eh bien, on essaie de faire plaisir à pratiquement tout le monde. Et quand on regarde la composition du gouvernement de la RDC, la République démocratique du Congo, on a vu que c'est une composition nombreuse. Il y avait trop de membres, ministres, vice-ministres, etc. Tout ça pour essayer de faire plaisir, pour essayer de contenter les uns et les autres. On espère qu'une fois cette union sacrée mise en place, le gouvernement va revenir à une juste mesure et surtout va se mettre au travail parce que les attentes des populations congolaises sont nombreuses. On parle de sécurité, on parle de santé, on parle d'éducation. Tout ça, ce sont des défis aujourd'hui face à Félix Tshisekedi, donc qui a besoin d'avoir les coups de franche pour pouvoir affronter ces problèmes. Et lui aussi, il sait très bien que dans quelques petites années, dans 3 ans, il y aura justement une autre élection présidentielle. Et donc, qui peut-on avoir comme Premier ministre? On sait qu'il y a des personnalités importantes telles que Moïse Katumbi, qui sont des chefs de file de leur parti qui étaient dans la coalition Lamuka. Il y a aussi Jean-Pierre Bemba. Ouais. Faut attendre, peut-être qu'il faut observer. Là encore, on va assister à une distribution de postes, mais peut-être beaucoup moindre que dans le gouvernement précédent. En tout cas, c'est un gros point d'interrogation. Un gros point d'interrogation, et il y a une autre interrogation en Afrique du Sud avec l'ancien président Jacob Zuma qui a refusé de se présenter devant une commission d'enquête. On se demande pourquoi devant la commission anticorruption. Il estime qu'elle n'est pas juste et que tout ce qui est entrepris est entrepris à charge contre lui. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a affirmé lundi qu'il ne se présenterait pas devant la commission enquêtant sur les soupçons de corruption généralisés sous sa présidence, malgré la récente décision de la Cour constitutionnelle lui ordonnant de témoigner. Depuis la création de cette commission en 2018, Jacob Zuma multiplie les manœuvres pour éviter de témoigner, impliquant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Dans un communiqué publié le lundi 1er février 2021 par la Fondation Jacob Zuma, l'ancien dirigeant a déclaré qu'il ne craint pas d'aller en prison si sa décision de ne pas coopérer avec la commission était considérée comme une violation de la loi. C'est le 28 janvier dernier que la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a ordonné à l'ancien président d'obéir aux convocations et aux directives de la commission Zondo. Englué dans des scandales, Jacob Zuma avait été poussé à la démission et remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis d'éradiquer la corruption à travers tout le pays. La commission d'enquête, qui devait initialement siéger jusqu'en mars, doit demander une prolongation à raison du retard causé par la pandémie de la Covid-19. Elle a déjà entendu des dizaines de ministres ou ex-ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires qui ont déballé au grand jour le linge sale de l'ère Zuma. S'il ignore toujours la convocation de la commission après la récente décision de la Cour constitutionnelle, Jacob Zuma risque une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et une amende, rapportent les médias sud-africains. Jacob Zuma a-t-il fait le choix de risquer la prison? Mais il relève quand même que tout ce qui a été initié comme action
l'est à charge. Et il se sent victime, il se dit victime d'une grosse injustice. Oui, il se dit victime, mais bon, on sent qu'il exprime une certaine lassitude. Il doit se dire certainement, j'ai déjà perdu le pouvoir à cause de ces différentes affaires, ces différents scandales liés à la corruption, qu'on me colle la paix. Mais bon, on ne va pas lui coller la paix comme ça. Il faut bien qu'il réponde de ses actes. Il faut bien que la lumière soit faite. Il faut bien qu'on situe le degré de responsabilité dans ces différents scandales des uns et des autres, notamment lui qui a été chef de l'État d'Afrique du Sud. Donc il faut aller jusqu'au bout. Il sait ce qu'il risque en ne répondant pas aux injonctions de cette commission. Bon, on attend de voir que cette commission aille jusqu'au bout également. Et Cyril Ramaphosa aussi joue sa crédibilité parce que quand il est arrivé à la tête de l'Afrique du Sud, il avait pour mission justement de clarifier tout ce qu'il y a eu comme affaire, de faire en sorte que la lumière éclate, de faire en sorte que l'on tourne cette page de scandale lié à la corruption. Mais pour ce faire, il faut bien que la vérité éclate. Et donc, on se retrouve dans une situation dans laquelle Jacob Zuma commence à un peu en avoir marre, mais ce n'est pas fini. Il faut qu'il aille jusqu'au bout, qu'il assume les actes qu'il a posés. Et c'est de cette façon qu'il pourra soit être blanchi, soit être condamné. Et il faut quand même souligner qu'éradiquer la corruption en Afrique du Sud n'est pas une mince affaire parce que l'actuel président Cyril Ramaphosa est éclaboussé, enfin certains membres de sa famille sont éclaboussés par des affaires présumées de corruption, par des soupçons de corruption. Mais l'ANC, le parti au pouvoir, a intérêt à faire la lumière parce que tous les autres partis de l'opposition regardent l'ANC aujourd'hui et l'ANC a besoin de se laver les mains, d'afficher des mains plutôt propres pour la suite parce qu'on a vu comment ces scandales liés à la corruption ont pu faire perdre un certain nombre de points à l'ANC dans certaines contrées. L'ANC, le Congrès national africain, qui reste malgré tout la première force politique du pays, il a été signalé une rencontre quand même curieuse entre l'ancien président Jacob Zuma et Julius Malema. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils ont pu se dire, mais ce sont deux personnes qui ne s'aimaient pas beaucoup. Et qui sont fortement opposées. Et Julius Malema, on sait qu'il active fortement le bâton de la justice. Il dénonce un certain nombre de situations. Bon, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? On verra bien. Bon, on sait que les deux ne sont pas au pouvoir. Jacob Zuma a quitté le pouvoir. Bon, est-il en train de le convaincre d'aller jusqu'au bout dans cette affaire qui fait que la commission mise en place, la commission d'enquête mise en place veut absolument avoir tous les éléments concernant ce scandale. Bon, là aussi c'est un point d'interrogation, mais n'empêche que pour le bon déroulement de la bonne pratique de la gouvernance en Afrique du Sud, eh bien Jacob Zuma a besoin de se plier aux injonctions de la commission d'enquête. On verra bien pour la suite de cette actualité en Afrique du Sud. Maintenant, Nkosi Okonjo-Iweala, la Nigériane qui a été ministre des Finances pendant longtemps, finalement est favorite pour devenir directrice ou directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'elle est la seule candidate en liste désormais. Les ministres du Commerce, lors d'une réunion tenue vendredi 29 janvier dernier par visioconférence, ont souligné l'urgence de la nomination rapide d'un nouveau directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors que la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala avait obtenu le soutien de l'écrasante majorité des membres de l'OMC, la préférence de l'administration Trump pour la candidate sud-coréenne coïncidant avec l'élection présidentielle américaine et la défaite de l'ancien locataire de la Maison-Blanche avait interrompu le processus. Les États-Unis avançaient comme motif la faible expérience commerciale de la Nigériane, ex-ministre des Finances.
Aujourd'hui, ils sont encore nombreux à appeler le nouveau président américain et son administration à donner leur voix à Ngozi Okonjo-Iweala pour son élection à la direction générale de l'OMC. À l'instar de plusieurs hauts fonctionnaires internationaux, Ngozi Okonjo-Iweala dispose de la double nationalité nigériane et américaine. Et c'est cette nationalité américaine qui est mise en avant par ses soutiens. Madame Okonjo-Iweala est une femme de vision dynamique qui peut guider l'OMC à travers son ère de réforme. Elle possède une combinaison très rare de leadership et d'expérience profondément ancrée dans le commerce international, la finance, l'économie et la diplomatie. Son élection en tant que première américaine et femme de couleur à occuper le poste de directrice générale de l'OMC enverra un message clair d'inclusion au reste du monde, affirment les signataires d'une lettre ouverte dont l'influent John Negroponte, ancien secrétaire d'État adjoint américain, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie en 2001 et ancien chef économiste à la Banque mondiale, Mimi Alemayehu, ancienne vice-présidente de l'OPEC et plusieurs anciens diplomates américains en Afrique ou d'ex-monsieur ou madame Afrique des États-Unis. Quoi qu'il en soit, le plus urgent pour le commerce mondial est de sortir de l'impasse. Alors que l'OMC était déjà aux prises dans la querelle États-Unis-Chine, la crise de Covid-19 a considérablement déstabilisé les fondamentaux commerciaux à travers le monde. Au moment où les regards sont tournés vers Washington, les analyses émises jusqu'ici sont plutôt optimistes pour Mme Okonjo-Iweala. La nomination de celle-ci semble peu susceptible de déclencher une tempête de protestation nationale. Cela contribuerait également considérablement à rassurer les autres membres de l'OMC sur le fait que l'administration Biden, tout en n'étant pas sans critique à l'égard de l'organisme commercial, est un gouvernement avec lequel ils peuvent s'engager, analyse Financial Times au lendemain de l'investiture de Joe Biden. Sur le continent, certains experts abondent dans ce sens. Ngozi Okonjo-Iweala jouit-elle là des avantages de sa double nationalité, surtout de sa nationalité américaine? Elle sera à l'OMC pour véritablement défendre les intérêts de l'Afrique ou bien pour y défendre les intérêts des États-Unis, puisqu'on sait qu'elle est aussi américaine? Non, elle sera à l'OMC pour faire en sorte que les réformes au niveau de cette organisation puissent passer. On a vu comment l'administration Trump lui a fait un grand barrage, a fait même blocus, parce que tout le monde connaît, tout le monde sait que l'administration Trump était plutôt engagée dans un protectionnisme qui n'allait pas avec les réformes annoncées au niveau de l'OMC. C'est ainsi que Trump s'est opposé à la désignation de Mme Iweala comme directrice générale de l'OMC. Trump maintenant étant parti, on regarde Joe Biden et l'on espère que les choses vont aller dans le bon sens. Surtout que Mme Iweala n'a plus de challenger. Comment on va dire ça, Madame Lee Hu de Corée a signé forfait, s'est retirée, a signé forfait. Donc normalement, dans les jours, j'allais dire dans les heures qui suivent, Madame Iweala devrait être nommée, élue, comment dire ça, directrice générale de l'OMC. Surtout qu'elle a des soutiens et ses premiers soutiens sont américains. Ses premiers soutiens sont américains parce qu'elle est aussi citoyenne américaine. Elle est citoyenne américaine, mais l'Amérique, on le sait, a peur de tout ce qui se rapproche plutôt de l'Asie, de l'Asie, des réformes dont il était question, a peur de tout ce qui vient de l'Est de notre monde. Et donc, cette dame, on la présente comme issue du tiers-monde, mais en même temps ayant la nationalité américaine, donc imprégnée d'un certain nombre de valeurs américaines. Et elle fait figure aujourd'hui de candidate la plus sérieuse à ce poste. Et comme on le disait tantôt, la coréenne et être imprégné des valeurs américaines, c'est être à même de faire la promotion du capitalisme. C'est pouvoir jongler en quelque sorte, pouvoir
trouver un équilibre parce que on a reproché à Donald Trump d'avoir déséquilibré les systèmes financiers internationaux en faisant un peu trop de protectionnisme par rapport à l'économie et par rapport aux produits américains. Maintenant, il est question de rétablir les choses, de trouver de bons équilibres, sans oublier que cette dame aura pour mission de faire en sorte que l'Afrique, qui ne pèse pas pour le moment grand-chose dans l'organisation du commerce mondial, que l'Afrique joue sa partition véritablement. Et donc, l'on attend qu'elle tire l'Afrique. 1%, 2%, c'est très peu. On attend que Mme Okonjo-Iweala fasse en sorte que l'Afrique joue véritablement sa partition, devienne un pays qui compte en matière d'organisation du commerce mondial. En espérant que l'Afrique devienne véritablement un pays rapidement. Oui, sans oublier que, de l'autre côté, il y a la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui est en train de faire en sorte que l'Afrique fasse tomber les barrières douanières entre les pays. Mais ça, c'est un processus qui va être long, très long, mais que les pays africains gagneraient à accélérer parce que, certes, ce n'est pas tout bénéf parce qu'il y a des pays qui ne vivent que des recettes douanières, mais il va falloir que Mme Okonjo-Iweala s'associe à l'Union africaine pour faire en sorte que le continent joue un rôle de plus en plus important dans le commerce mondial. Et en ce qui concerne le poids de l'économie nigériane, c'est un poids qui est avéré, qui est vérifiable. Nous faisons un glissement vers le Nigeria, son pays d'origine, pour parler de la bourse de Lagos qui a battu tous les records malgré la pandémie de Covid-19. Nigerian Stock Exchange, le marché financier de Lagos, fait partie de ceux qui ont défié le Covid-19 avec des performances records. On sait que cette place boursière a affiché la meilleure performance de toutes les bourses qui sont suivies par des investisseurs internationaux avec un indice en hausse de 50%. Fin 2020, la capitalisation boursière du NSE, Nigerian Stock Exchange, était en hausse de 62,42%, passant de 12 970 milliards de naira en 2019 à 21 060 milliards de naira en 2020. L'indice NSE industriel est devenu l'indice le plus performant de 2020 avec des rendements de plus 90,81%, suivi de l'indice NSE Premium avec un rendement de plus 64,01%. Porté par les émissions obligataires du gouvernement fédéral, le segment des obligations a lui aussi connu une hausse de 35,7%, s'achevant sur une capitalisation de 17 500 milliards de naira. Le segment le plus performant a été celui des fonds indiciels cotés. La capitalisation boursière y a augmenté de 272,30%, passant de 6,58 milliards de naira en 2019 à 24,51 milliards de naira en 2020. Les volumes commerciaux ont eux aussi augmenté de 218,23%, passant de 4,15 millions d'unités en 2019 à 13,20 millions d'unités en 2020. Les experts du marché financier nigérian attribuent ces belles performances à une hausse de la demande des investisseurs, déçus qu'ils ont été par les faibles rendements des bons du Trésor et disposant désormais de la volonté de passer à d'autres alternatives. Finalement, le Covid-19 a été, comme on l'a dit, un révélateur pour les manquements de nombreux pays, mais aussi un stimulant. Oui, il faut dire qu'au Nigeria, le Covid-19 s'est installé comme un élément qui est venu créer une sorte de grande confusion, même je dirais de contradiction, parce que on a parlé beaucoup au Nigeria de récession économique, mais dans le même temps, on a vu comment les investisseurs ont basculé au niveau d'un certain nombre d'entreprises et on a vu comment, avec la bourse, les choses ont plutôt explosé dans le bon sens. Donc avec le Covid-19, c'est pas toujours que
tout devient négatif, vous l'avez dit, c'est un bon révélateur des fois des forces dont l'on dispose et qu'il faut utiliser, exploiter pour organiser la relance. Donc on le voit avec le Nigeria, il y a eu beaucoup de difficultés économiques, mais en même temps, les investisseurs ont laissé tomber tout ce qu'il y avait comme circuit officiel et ont basculé directement dans le privé, dans des entreprises qui avaient besoin d'être soutenues et ça a donné de bons résultats. Mais écoutez, des résultats qui sont salués par l'ensemble du continent africain. On espère que 2021 sera une année également de performance. Mais ça va être toujours aussi difficile. Mais maintenant, il faut que les pays africains acceptent de s'engager avec beaucoup de force, de prendre les mesures, les décisions qu'il faut, parce que les difficultés liées au coronavirus sont toujours présentes, il y a toujours ces mesures barrières, il y a toujours des difficultés. Une bonne partie de l'économie africaine est dans l'informel. Les couvre-feux viennent réduire les capacités justement d'action de cette économie informelle. Et donc il faut retrouver des ressorts pour que les économies repartent, soient relancées. Partout on parle de relance, mais pour relancer l'économie, il faut bien que les systèmes sanitaires soient performants. En tout cas, c'est une équation qui peut avoir des solutions dans nos différents pays à condition que l'on accepte d'affronter ces difficultés-là avec toute la force qu'il faut. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro d'Actu 7 avec bien sûr le journal Pays qui est à découvrir. Alors ce soir, nous n'irons pas loin du Gabon. Nous allons aller sur une île, un ensemble de petites îles, Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe, justement, que les Gabonais connaissent bien, puisque c'est une destination touristique, une destination prisée ces derniers temps en raison des coûts et bien sûr de ce qu'on y trouve sur place. Merci de nous avoir suivis et surtout de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale.